Avant de plonger dans notre histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Overstory. Plus de 94% des gens ne sont pas abonnés, mais regardent tout de même les vidéos. Et c'est très important pour moi pour développer la chaîne. Merci à vous. 4 années. C'est la durée pendant laquelle des hommes se sont battus sans relâche sur le front pour faire triompher leur pays dans cet immense jeu d'alliance. Souvenez-vous, mais en coulisses, il n'y a pas que des soldats qui participent à la guerre. On le sait bien, c'est la société entière qui est impliquée. C'est ce qu'on appelle la guerre totale. En tout cas, salut à tous, c'est Overstory, et aujourd'hui on plonge dans une société en guerre, entre civils, acteurs et victimes de la Première Guerre mondiale. Mais alors, comment les hommes, les femmes, les enfants, ils font face à cette guerre totale, où l'arrière devient lui-même un champ de bataille? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Enfin voilà, je vous retiens pas plus longtemps, on commence tout de suite. 1914-1915, l'Union sacrée, la mobilisation générale. Août 1914, c'est le choc. Vous vous souvenez de la dernière vidéo, là où les nations de l'Europe se jettent dans la guerre en un immense sursaut patriotique. En France, on l'avait dit aussi, c'est l'union sacrée qui se met en place, c'est-à-dire que tous les partis politiques mettent leurs différends de côté pour soutenir l'effort de guerre. Sur le plan militaire, des millions d'hommes sont mobilisés dans l'armée, mais sur le plan civil aussi. On a tendance à l'oublier, mais la machine de guerre se met en route, même du côté civil. Et dès le premier mois, on réquisitionne des soldats sapeurs, on planifie l'économie, on instaure des emprunts nationaux et on encourage chacun à faire sa part pour la victoire. La science et la technique entrent aussi en guerre. Par exemple, la plus connue, c'est Marie Curie, qui quitte son laboratoire pour se mettre en place dans cette guerre totale. Son constat, il est clair. De très nombreux blessés nécessitent des radiographies, mais la plupart des hôpitaux ne disposent pas d'appareils. Et il est important de comprendre que quelques années auparavant, on a découvert cette radioactivité avec Henri Becquerel en 1896. Mais un petit peu plus tard, Pierre et Marie Curie ont découvert le polonium et le radium. Et à l'aide de ces éléments chimiques, on va pouvoir mettre en place la radiographie, d'autant plus que les rayons X ont été découverts. Ainsi, Marie Curie invente la radiologie mobile. Pendant tout le conflit, elle fait rouler 200 voitures équipées de matériel à rayons X, formant ainsi une dizaine de véritables unités mobiles. Vous les connaissez peut-être, ce sont les fameuses petites Curie, qui diagnostiquent fractures et éclats d'obus au cœur du champ de bataille. Et cette mobilisation scientifique montre que toute la société, jusque dans les cerveaux et les plus brillants, est désormais dévouée à la guerre. Les civils, qu'ils soient mobilisés ou pas, voient aussi leur quotidien chamboulé. On peut notamment citer les femmes et les enfants pour compenser l'absence des hommes partis au front. Bah oui, en réalité les hommes sont sur le champ de bataille, sont sur les tranchées, ou devrais-je dire dans les tranchées, et on se rend compte que finalement les seuls qui restent dans l'arrière-pays sont les femmes et les enfants. Ainsi, pour développer l'économie du pays, la main-d'œuvre, etc., on se rend compte qu'il faut les utiliser pour tenir la guerre sur le long terme. Et alors, on peut citer des chiffres assez saisissants. Dès 1914, la production des armements doit exploser pour répondre aux besoins, parce qu'en septembre 1914, l'armée française produit plus de 10 000 obus de 75 mm par jour, alors qu'une batterie en consomme 1000 chaque jour de combat. Et les généraux exigent alors plus de 100 000 obus par jour, un cap qui sera atteint dès le printemps 1915 grâce à un gigantesque effort industriel. Et pour y parvenir, l'État avance des capitaux à de grandes entreprises. On peut citer Citroën, Schneider, Saint-Chamond, etc. Et ça rappelle plus d'un demi-million d'ouvriers qui vont du front vers les usines et les poudreries. Ainsi naît ce qu'on appelle la France-usine, l'industrie qui fonctionne jour et nuit. Les femmes d'abord réservées aux soins des blessés se retrouvent aux commandes des machines. Les munitionnettes s'attellent à la fabrication des obus, leur surnom anglais étant resté d'ailleurs très célèbre. Par exemple, on peut aussi citer qu'en 1918, les effectifs de l'armement comptent 425 000 ouvriers civils, 430 000 femmes, sans oublier les 330 000 adolescents et milliers d'étrangers ou de prisonniers mobilisés dans les usines. Cette phase de ce qu'on appelle guerre industrielle est marquée par une énergie sans précédent, mais aussi par de premières tensions. Parce que ouais, la population française soutient pour l'instant massivement l'effort de guerre, espérant la victoire rapide qui a été promise pour seulement 2 mois. Mais est-ce que vous vous souvenez du déclenchement de la guerre et de ce patriotisme ambiant? Si vous auriez été à la place de vos arrière-grands-parents à cette époque, comment l'imagineriez-vous? Exalté par le devoir national ou angoissé par l'avenir incertain? C'est une question que je vous invite à me dire en commentaire pour voir un petit peu votre point de vue sur cette guerre. Mais si vous avez bien suivi la dernière vidéo, vous le savez très bien, la guerre s'enlise. Et justement, on arrive vers une seconde transition, marquée par des difficultés. 1916-1917, tenir bon malgré la fatigue et les épreuves. Mais vous vous en rappelez quand on avait vu la dernière vidéo, la guerre dure.
plus longue que ce qu'on imaginait. En fait, de la Somme à Verdun, des millions de soldats tombent, mais surtout sont enlisés dans ce qu'on appelle les tranchées. Autrement dit, la guerre d'opposition. Et à l'arrière, la fatigue s'installe également. On a tendance à oublier ces soldats-là, mais ce sont aussi des soldats actifs de la France. On rationne le pain, on surveille l'approvisionnement, et l'inflation gronde. Les salaires peinent à suivre l'augmentation des prix, et l'épuisement moral gagne les foules. Les femmes, les veuves, les paysans, les ouvriers comprennent que la victoire attendue n'est pas pour demain. Pour tenir, on misera sur la solidarité, évidemment, mais aussi sur la propagande, la discipline et la justice sociale promise. Dans les usines, on communique moins sur les questions politiques. Cependant, des grèves importantes éclatent en 1917. C'est le point d'ouverture officiel. Des midinettes apparaissent. Elles sont parisiennes, du textile, et justement font représentation des ouvrières d'armement. Des centaines de milliers de travailleurs descendent dans la rue pour réclamer hausse de salaire et réformes sociales. En mai 1917, par exemple, les couturières parisiennes, surnommées comme je l'ai dit juste avant les midinettes, arrêtent le travail et chantent pour des slogans pacifistes. On leur donne parfois aussi de nouvelles responsabilités. Parfois, on leur charge de cultiver les terres en friche ou de reprendre des fermes, ou encore de travailler comme conductrice d'ambulance ou d'assurer la justice de guerre locale. Mais n'oubliez pas que certains soldats partis au front, et notamment dans le cadre des femmes, n'hésiteront pas à tromper leur mari étant donné qu'ils étaient partis à la guerre. Je pense notamment à l'ouvrage Le Diable au corps, que je vous invite à lire notamment si vous passez votre bac de français. Les privations s'accentuent, aussi on manque de charbon, d'huile et de sucre, et pour garder le moral, on fait à l'appel de l'idéologie. On dit « ils ne passeront pas » avec la fameuse chanson de Verdun, ou encore justice à la paix, et avec des signes forts bien évidemment. Mais sur le plan international, à l'issue de la bataille de Verdun en 1916, l'entraide alliée reste formelle, mais l'État maintient des comités centraux de guerre. Même Georges Clemenceau, futur père de la victoire, dès 1917 milite pour plus de fermeté face à l'Allemagne. Et paradoxalement, au cœur de l'usine, la victoire se dit comme dans les mains de l'ouvrier. Albert Thomas par exemple, le ministre socialiste des munitions, le résume déjà en 1916 devant les travailleurs du Creusot. Vous savez ce qu'il disait? Il disait que la victoire plane là, dans la fumée qui emplit cette vallée, c'est sur vous qu'on compte pour la saisir. En d'autres termes, ce symbole montre que l'État français commence à comprendre que l'issue de la guerre dépend de la capacité de la société entière à produire et à tenir bon. Pour autant, les grèves de 1917, dont celle des midinettes qu'on a dit juste avant, inquiètent le gouvernement. L'autorité craint que le mouvement ouvrier ébranle l'unité nationale. Et c'est justement ce qui arrivera en Russie. Allez, on plonge dans notre dernière partie sur 1916 à 1918, les violences de masse civiles entre front et famine. Dès avril 1915, alors que l'Empire ottoman nationaliste entre en guerre aux côtés des empires centraux, les autorités turques ciblent leur propre sujet arménien. Le 24 avril 1915 marque le début du génocide avec l'arrestation et l'élimination de l'élite arménienne à Constantinople. Pendant toute l'année 1915 à 1916, environ 1,2 à 1,5 million d'Arméniens sont massacrés ou meurent de déportation dans le désert, soit plus de 2/3 de la population arménienne de l'Empire ottoman d'avant-guerre. Les survivants fuient vers la Russie ou le Proche-Orient sous mandat allié, et les Arméniens n'en étaient pas à leur premier massacre. Depuis plusieurs décennies, l'Empire ottoman avait déjà orchestré notamment les massacres hamidiens entre 1894 et 1896, et notamment le pogrom d'Adana en 1909. Les massacres hamidiens, sous le sultan Abdoulaïd II, avaient déjà fait entre 80 000 et 300 000 victimes arméniennes entre 1894 et 1896. Le massacre d'Adana d'avril 1909, de son côté, fera lui plus de 30 000 morts. Ces tragédies antérieures montrent que l'extermination de 1915 n'est pas un accident soudain, mais la pointe d'orgue d'une persécution ancienne. Combien de jours avez-vous marché? Ils nous ont fait tourner dans le désert et nous enjambions un grand nombre de cadavres. C'était affreux. Paradoxalement, la première réaction internationale forte à ce drame vient en mai 1915, de ceux-là qui étaient déjà occupés par la guerre. Et le 24 mai 1915, la France, la Grande-Bretagne et la Russie, donc la Triple Entente, publient une déclaration commune dénonçant les massacres arméniens comme un acte, je cite, d'extermination. Pour la première fois dans la diplomatie mondiale, ils parlent explicitement de crimes contre l'humanité et la civilisation. Et ça, c'est un terme que vous pouvez retenir parce que plus tard, on en parlera pour le génocide nazi. Mais malheureusement, comme le souligne cet extrait d'un journal d'époque, malgré les mots, les Alliés n'ont pas fait grand chose pour arrêter le massacre des Arméniens en pratique. Dans tous les cas, ces événements y rappellent que les civils peuvent être à la fois acteurs et victimes dans une guerre globale. Le front arabe, la bataille des Dardanelles, les campagnes d'Éthiopie ou la guerre en Italie mobilisent aussi des populations civiles. Le lien est clair, la guerre de 14-18 ne se résume pas aux soldats dans les tranchées, c'est bien toute l'humanité qui est entraînée
et meurtrie. Et le conflit s'achève en 1918. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population française est soulagée d'entendre enfin l'armistice, mais le retour à la paix civile est loin d'être facile. L'arrière récupère à la fois des vainqueurs fatigués et des blessés mutilés. Les veuves et les orphelins cherchent à reconstruire leur vie. Un lourd deuil pèse sur la société. Pendant la guerre, qui a aussi semé des changements durables, le rôle des femmes, on l'a vu, a fortement évolué. Beaucoup ont goûté à l'indépendance économique, elles ont conduit des ambulances, géré des fermes, travaillé en usine, et c'est une véritable rupture. De nombreux mouvements féministes français, parfois avec des pacifistes, exigent le droit de vote, qui sera finalement accepté seulement en 1944. Les idées sociales ont aussi fait un bond. Les ouvriers et paysans ont vu qu'en se mobilisant, ils pouvaient exiger quelques concessions, notamment les 8 heures de travail et les assurances, et les gouvernements doivent aussi faire face à des grèves, face à un chômage massif. Sur la scène internationale, les empires sont ébranlés. La Russie, alliée de la France, on l'a vu, a implosé en 1917, et ça je vous renvoie vers l'autre vidéo. Bref, plein d'empires vacillent. La carte du monde se redessine, et souvent accrue. Ces aspects ne sont pas étrangers au traité de Versailles, qui sera signé en 1919, et à la création de la SDN, la Société des Nations, en 1919, qui marquera les prémices de l'ONU, qu'on verra beaucoup plus tard. Mais on sait déjà que des populations sont mécontentes, les Allemands, les Irlandais, les peuples colonisés, et nourrissent un nouveau nationalisme ou communisme. Enfin, avant d'arriver à notre conclusion, rappelez-vous très bien que la France, et la guerre en général, ne s'arrête pas en 1918. Parce qu'en réalité, le conflit dura jusqu'en 1923, avec notamment la guerre en Turquie, mais aussi la guerre en Russie, avec les Russes rouges contre les Russes blancs. Mais ça, je vous épargne un petit peu les détails. Nous arrivons au terme de notre présentation. À la fin de la Grande Guerre, on comprend que la paix est fragile, les cicatrices civiles sont profondes, familles brisées, Europe ruinée. Les frères, anciens alliés, vivent mal certaines décisions. Le traité de Versailles a des airs de revanche. Le premier mot aurait même été prononcé par Clémenceau, qui aurait commencé par « il est temps de régler nos comptes ». Même pas un signe de paix, mais d'une revanche qui arrivera des années plus tard. La leçon est là, on a voulu régler le monde par les armes, mais on a fait qu'il laissait un monde divisé. Des millions de morts, des blessés, mais surtout des mémoires outragées. J'espère que ce récit vous a plu et vous incite à réfléchir sur le rôle des sociétés pendant la guerre. En attendant le prochain voyage dans le passé, n'oubliez pas, les choix d'hier façonnent les défis de demain. Et enfin, la dernière chose que je vous demande, c'est de vous abonner, évidemment, je le répète, de partager, mais surtout de commenter, histoire de me donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif, c'est ce qui me pousse à m'améliorer. D'autant plus que plus tard, oui, je vous tease un petit peu, sur la chaîne, il n'y aura pas que des vidéos d'histoire au niveau scolaire. Je vais essayer de poster d'autres types de vidéos historiques, dans le but de vous apprendre des choses, et des choses assez inédites, notamment. Enfin voilà, rappelez-vous, 94% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Oui, je force, mais j'aimerais bien que vous vous abonnez, justement, parce que si tout le monde le ferait, on serait véritablement à peut-être les 1000 abonnés, et ça me ferait extrêmement plaisir dans cette passion qu'est pour moi l'histoire. Voilà, je vous le dis une dernière fois, à bientôt pour de nouvelles histoires.